Je m'appelle Dominique Perrin, je suis ingénieur agronome et donc j'ai fait ma thèse de doctorat sur les échanges de CO2 entre les forêts et l'atmosphère. Et donc de ces travaux scientifiques, j'ai en 2001, à l'époque de la précédente présidence du Conseil européen par la Belgique, j'ai intégré l'équipe des négociateurs belges dans la problématique de la lutte contre le changement climatique à l'échelle multinationale. Et d'ailleurs c'est un moment important puisque je rappelle qu'à l'époque les chefs de délégation belges étaient Olivier Deleuze et Magda Alvoet, et je peux rappeler d'ailleurs qu'on a joué un rôle très important dans l'accomplissement et la mise en œuvre du protocole de Kyoto. Donc voilà, depuis ce temps-là, je n'ai cessé de travailler dans cette négociation internationale et donc voilà, je vais à Varsovie maintenant comme conseiller du ministre wallon de l'Environnement, Philippe Henry. C'est quoi une COP? Alors la COP, c'est la conférence des parties. La conférence des parties signataire d'une convention extrêmement importante dans la lutte contre le changement climatique qui a été signée en 1992 à Rio, qui est la convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, la CCNUCC. Et donc cette CCNUCC regroupe 193 pays dans le monde, la plupart des pays qui appartiennent à l'ONU, y compris les États-Unis d'ailleurs, extrêmement important, et ils ont signé cette convention qui dit en substance que le monde doit absolument stabiliser les émissions de gaz à effet de serre pour elle-même stabiliser l'augmentation de température. Et donc là, c'est tous les pays du monde qui ont signé cette convention. Mais cette convention cadre de 1992, elle a cet inconvénient majeur de ne pas proposer d'engagement chiffré. Et donc ça reste une déclaration de reconnaissance du changement climatique, mais ce n'est pas une déclaration d'engagement. Et donc il a fallu attendre 5 ans, en 1997, pour qu'un protocole à cette convention cadre de 92 soit signé à Kyoto, et c'est le fameux protocole de Kyoto qui lui fixe un engagement chiffré de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Et là, effectivement, on déplore que les États-Unis n'aient pas signé ce protocole de Kyoto qui vise à réduire, en grosso modo, de l'ordre de 5,2% les émissions de gaz à effet de serre entre 2008 et 2012 par rapport à 1990. Et donc on est dans la période d'examen maintenant des effets du protocole de Kyoto. Alors, on arrive à la conclusion que ceux qui se sont engagés à Kyoto ont réussi leur objectif, donc c'est 5%. C'est-à-dire que ceux qui ont signé, y sont arrivés. Mais ce que nous dit par ailleurs un autre grand groupe mondial, qui est le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, qui est d'experts sur l'évolution du climat, excusez-moi, le GIEC. Le GIEC, lui, c'est donc un autre réseau. Ce n'est pas dans le cadre strictement politique, c'est dans le cadre scientifique. C'est un réseau de chercheurs qui vient d'ailleurs de sortir un nouvel état des lieux, un premier état des lieux du changement climatique, ici récemment en septembre. Et donc cet état des lieux dit qu'effectivement, le phénomène du changement climatique n'est pas enrayé. Au contraire, il continue de progresser et de s'accélérer. Donc c'est extrêmement préoccupant. Et donc il est clair que Kyoto, s'il a réussi à réduire les émissions d'un certain groupe de pays, il n'arrive pas à juguler l'augmentation d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Et c'est un des enjeux de l'ensemble du processus sur lequel on va négocier à Varsovie. À Varsovie, on fait quoi? On négocie sur l'après-Kyoto. On l'a initié à Copenhague en 2009, avec une grande déception. Et puis on s'est retrouvé un an après à Durban en 2010, et puis à Doha, avec effectivement des espoirs d'arriver enfin à avoir un processus abouti de vrai engagement mondial en 2015, et donc c'est la nouvelle échéance pour la lutte contre le changement climatique. Ce sera le sommet de Paris, puisque Hollande a voulu que ce sommet se tienne à Paris dans une grande déclaration mondiale. Et donc Varsovie, c'est une étape importante vers un grand accord mondial qui devrait être signé à Paris en décembre 2015. Alors à Varsovie, grosso modo, on est dans un processus un peu particulier dans la mesure où on a ce qu'on appelle changer de paradigme. Changer de paradigme à Durban en particulier, c'est-à-dire que plutôt que de dire on doit réduire globalement les émissions de X%, et le GIEC nous dit ce serait bien de réduire entre 25 et 40% les émissions de gaz à effet de serre en 2020 et de les réduire de 50 à 90% en 2050. Ça, c'est l'avis des scientifiques. Mais l'avis politique consiste à dire, OK, on va tendre vers cet objectif, mais on va commencer par demander à chaque État membre ou à chaque partie prenante
de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, de donner leurs engagements volontaires, ce qu'on appelle des pledges. Ça vous est un terme que vous allez souvent entendre en marge de la réunion de Varsovie. Et donc, effectivement, ça a commencé à Copenhague en 2009, et puis ça s'est poursuivi les autres années, où chacun des pays, ou des groupes de pays, ont donné leurs propres engagements volontaires d'ici 2020. Et force est de constater que quand on fait la somme des engagements volontaires de chacun des pays, on est très très loin du compte et des recommandations que nous donne le monde scientifique. Et donc, un des enjeux de Varsovie, c'est effectivement d'augmenter le niveau d'ambition à l'heure actuelle, qui n'est toujours pas scellé dans un vrai accord engageant. Et ces accords engageants, on l'attend, je le répète, en 2015. Alors, je voudrais déjà casser une idée, parce que quand on interroge l'homme politique wallon moyen, il va toujours nous répondre que la Wallonie est trop petite et n'a pas d'impact au niveau international. Et donc là, je m'érige clairement en faux. Depuis le début de la législature, on a récupéré donc un cabinet ministériel, une fonction ministérielle. Philippe Henry a très clairement exprimé la volonté d'Ecolo de se renforcer au niveau international. Et clairement, nous avons vraiment joué un rôle important déjà en repositionnant la Belgique au sein de l'Union européenne, puisque c'est l'Union européenne qui parle d'une seule voix lors de ces réunions internationales. Et on a repositionné la Belgique comme étant un des pays les plus progressistes par rapport aux engagements contre la lutte contre le changement climatique. Et clairement, on est reconnu comme ça. Et donc, dans les conseils européens des ministres de l'Environnement, sur plein de dossiers, mais en particulier sur le dossier de la négociation internationale, clairement, la Belgique est très écoutée. Elle est très écoutée parce que nous avons aussi cette particularité, dans notre complexité belgo-belge. Déjà, savoir négocier en interne belge, ça nous donne des avantages quand on va négocier au niveau international, parce qu'on connaît les situations compliquées. Mais ce qui est intéressant avec la Belgique, c'est qu'on est souvent considéré comme un pays peu suspect. On n'est pas un gros pays industrialisé, mais évidemment, on n'est pas non plus un pays à économie émergente comme les nouveaux pays plus récemment adhérents à l'Union européenne. On n'a pas non plus des spécificités méditerranéennes. Donc on a ce côté extrêmement intéressant de souvent être très écouté dans le discours européen, et souvent également, on joue un peu certaines formes d'arbitrage. Et donc, je peux dire clairement que l'ensemble des fonctionnaires wallons qui négocient au sein de la délégation belge sont très actifs et très compétents, et je pense sincèrement qu'on l'a vu notamment avec les présidences ou l'occupation des sièges européens, soit par Evelyn Uytebroeck pour la région Bruxelles-Capitale quand c'était son rôle, ou Philippe Henry l'année passée quand c'était son rôle, on était très proactifs, et on a d'ailleurs eu quelques succès dans ces négociations internationales à mettre à notre actif dans l'ensemble du processus. Donc l'Europe s'est déjà engagée unilatéralement, il ne faut pas l'oublier. Donc l'Europe figure déjà à l'échelle mondiale comme le groupe de pays les plus proactifs qui soient dans la lutte contre le changement climatique, à travers le fameux paquet énergie-climat qui date de 2007. Et ce paquet énergie-climat, il fixe déjà un objectif unilatéral de l'Europe, quelle que soit l'issue des négociations internationales, de réduction de moins 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2020 et de l'atteinte de 20% de sources d'énergie renouvelables dans la consommation finale d'énergie pour 2020. Donc quoi qu'il arrive, l'Europe s'est déjà engagée activement dans la lutte contre le changement climatique. Et elle a aussi évoqué le fait, et ça c'est un des gros enjeux des prochaines discussions européennes, de passer même à moins 30% de réduction d'émissions de gaz à effet de serre en cas d'accord mondial. Et donc, nous militons très clairement au niveau européen pour faire ce passage unilatéral aussi vers un moins 30%. C'est un des gros enjeux qui pourra se débloquer à Varsovie, parce que figurez-vous qu'un des pays les plus réticents au niveau européen pour ce passage à des moins 30%, donc qui sera un signal très fort par rapport à l'ensemble de la communauté, de l'ensemble des pays onusiens, c'est la Pologne qui est le principal frein. Et quelque part, le fait que ça se passe en Pologne, c'est peut-être aussi un volet intéressant pour franchir le cap des moins 30%. Et donc là également, on va travailler beaucoup dans la diplomatie pour tenter d'influer les Polonais. Mais enfin, influer les Polonais, c'est un travail en soi, c'est très dur. Ils sont parmi les plus réticents. Mais donc, je ne crois pas qu'on doit énormément attendre sur les objectifs à Varsovie. Clairement, on va certainement avoir des progressions, j'espère un geste de l'Europe, mais l'ensemble de la communauté mondiale n'est pas encore prête pour augmenter ces fameux pledges, pour augmenter ces efforts de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Je crois que l'enjeu principal de Varsovie, et ce qui fera que Varsovie est un échec ou une réussite,
c'est tous les aspects financiers. En fait, on sait que, évidemment, lutter contre le changement climatique, ça a un double coût. D'abord, ça a un coût de réduction d'émissions de gaz à effet de serre, parce que assurer la transition vers une société low carbone, donc vers une société sans émissions de gaz à effet de serre ou de CO2, c'est un coût. Et puis, donc ça c'est le premier coût, le coût de l'atténuation. Et puis il y a le coût de l'adaptation, c'est-à-dire de lutter, de s'adapter à la partie du réchauffement climatique qui est inéluctable. Et on sait déjà maintenant que beaucoup de pays, parmi les moins développés, souffrent des effets du changement climatique. Et donc ces coûts d'adaptation et d'atténuation, il est nécessaire maintenant que les pays qui sont responsables de la majorité du réchauffement climatique, et donc quand je dis les pays responsables, il y en a de deux types. Il y a d'abord les pays historiquement responsables, ceux qui ont débuté dès le 19e siècle leur lente évolution vers la révolution industrielle, dont la Belgique figure, l'Europe ou les États-Unis, donc les pays historiquement responsables, qui ont, eux, la majorité de la cause du réchauffement climatique provient de ces pays, et puis les pays plus récemment émetteurs de gaz à effet de serre, qui sont même les principaux émetteurs actuels, c'est les pays émergents, comme l'Inde ou la Chine, qui ont dépassé maintenant les pays historiquement industrialisés. Et donc il faut que ces deux groupes de pays contribuent à ce fameux financement, au prorata de leur responsabilité, et organisent ce financement vers les pays qui souffrent le plus. Et ça se fait à travers une discussion autour de ce qu'on appelle le fonds vert. Le fonds vert, c'est un fonds mondial, initié dans le cadre de la conférence sur le changement climatique, et on estime qu'il faut atteindre 100 milliards de dollars par an en 2020. Ça, c'est l'objectif. Et donc, clairement, on ne sait pas comment encore atteindre cet objectif. Et on espère beaucoup de Varsovie, que Varsovie définisse sa trajectoire de financement vers ces 100 milliards. Je dirais que ça, c'est le principal enjeu de Varsovie. Et c'est vraiment la COP de la finance, si je résume un peu la situation, et la COP des avancées, évidemment, vers l'accord en 2015. Bien, alors je dois aussi vous parler d'un processus important qui se passe durant ces fameuses conférences des parties, durant ces fameuses COP. C'est tout le processus parallèle à la négociation officielle. Il faut savoir qu'en parallèle est organisée toute une série de conférences et de manifestations qu'on appelle des side events, qui sont autant de lieux de discussion concrètes sur des problématiques liées au changement climatique. C'est vraiment un forum extrêmement important. Et ces forums importants, c'est aussi toute une série d'occasions pour les fameux groupes de pression de s'exprimer. Et ce que je peux vous dire et vous affirmer, pour quand même étant dans ce processus depuis longtemps, c'est que l'ensemble de ce qui se passe en marge de la conférence des négociateurs est très, très, très écouté. Et c'est pour ça que l'action Un train pour Varsovie est extrêmement importante. C'est une manifestation concrète qui fait preuve de beaucoup de réalisme et surtout d'adéquation par rapport aux attentes de la COP. C'est-à-dire qu'on attend vraiment de la part de ce type d'organisation des pressions sur les négociateurs. C'est très entendu, c'est très écouté. Donc là, je crois que vraiment le rôle de ce type d'action est absolument essentiel dans le processus. Moi, ce qui me frappe toujours dans ces négociations internationales, c'est que je retrouve finalement la même dynamique de négociation, je vais exagérer peut-être un peu, dans un conseil communal d'une commune belge, ou au niveau international. C'est le même processus, c'est-à-dire que c'est des hommes qui négocient, des hommes et des femmes qui négocient, et qui sont eux-mêmes extrêmement sensibles aussi par rapport aux pressions extérieures. Et donc, quelque part, une action comme celle qu'on initie à travers ce train pour Varsovie influence vraiment le processus, au même titre que nous avons aussi des influences contraires. Il ne faut pas non plus les négliger, il faut aussi les contrecarrer. Ces influences contraires, elles viennent souvent des lobbies, notamment des lobbies du secteur pétrolier, évidemment, qui ont une propension à vouloir atténuer l'impact du phénomène. C'est notamment des discussions qu'on a également avec les fameux climato-sceptiques. Je crois que là c'est un vrai challenge aussi, parce que il faut savoir que la désinformation fait aussi partie intégrante de ces négociations internationales. Et quelque part, des gens de terrain qui rappellent la réalité, la vraie vie, c'est tout à fait essentiel pour contrecarrer parfois c'est issu de mensonges, j'ose le dire.